Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire de cette nouvelle édition sur l'environnement. Le Burkina Faso durcit le ton sur l'utilisation des sachets plastiques en interdisant l'importation et la commercialisation de ces sachets. Cette décision n'est pas du goût de l'Association des importateurs des sachets plastiques biodégradables et des recycleurs de déchets plastiques qui invite le gouvernement à de nouvelles négociations. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, fait une belle promesse aux agriculteurs de son pays. Lors de son passage à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, il a promis une baisse du prix sur les engrais pour la campagne agricole à venir. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO tire un bilan satisfaisant de ses actions pour atténuer les effets du phénomène climatique El Niño sur la sécurité alimentaire. Les détails sur ce beau résultat dans cette édition. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Commençons cette édition par le Togo. Les représentants municipaux des communes Amou 3, Bamono 2, Vau 3, Yoto 2 et Zio 1, des chefs cantons et des représentants de plusieurs regroupements sont réunis depuis lundi dernier pour un atelier de formation à l'école du Code foncier et domanial à Lomé, la capitale du Togo. Initié par le réseau d'associations Inades Formation, cet atelier vise à renforcer les capacités des femmes rurales sur le Code foncier domanial ainsi que sur les stratégies de protection des droits fonciers au niveau local. Les précisions avec Irène Papadina. Dans le cadre du projet Égalité des genres par l'agroécologie, mené par les femmes en Afrique de l'Ouest égale AO, un atelier de formation a eu lieu du lundi au mercredi dernier à l'école du Code foncier et domanial à Lomé. Cette initiative de 3 jours vise à renforcer les capacités des femmes rurales sur le code foncier et domanial, ainsi que sur les stratégies de protection des droits fonciers au niveau local. Dans un contexte où la gestion foncière pose d'énormes problèmes, notamment l'accès à la terre pour les femmes, qui représentent plus de 56% de la population agricole au Togo, le président du conseil d'administration d'Inades Formation, M. Sabi Kofi Yatan, souligne que le code foncier et domanial en vigueur depuis 2018 propose des solutions qui doivent être appliquées. Il est à noter que le projet IAGAL AO, porté par l'Inades Formation, couvre 5 communes, à savoir Amou 3 dans la région des Plateaux, Bamono 2, Vau 3, Yoto 2 et Zio 1 dans la région maritime. De même, cet atelier vise à diffuser, à faire connaître et à mettre en œuvre ces solutions du code foncier et domanial au niveau local. Les participants, notamment les responsables municipaux, les chefs de canton, les leaders locaux, les organisations agricoles et les groupes féminins, seront ainsi équipés pour traduire ces mesures dans la pratique et promouvoir une égalité des genres effective dans le secteur agricole et rural. Le projet sensibilise et renforce les capacités des groupes de femmes rurales afin qu'elles puissent mieux défendre leurs droits, améliorer les moyens de subsistance des femmes en garantissant leurs droits à la terre et aux ressources, en construisant et en développant des systèmes alimentaires résilients au climat et en adoptant des technologies et pratiques appropriées et résilientes au climat. Allons au Burkina où le gouvernement, par le biais du ministère de l'Environnement, interdit l'importation et la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables. Les membres de l'association des importateurs de sachets plastiques et des recycleurs de déchets plastiques sont en désaccord avec ce décret et invitent le gouvernement à la table des négociations. Rafitou Mbereko. À l'issue de la décision du ministère chargé de l'environnement sur l'arrêt des activités relatives à l'importation, la production et la commercialisation du sachet biodégradable au Burkina Faso, les membres de l'association des importateurs de sachets plastiques biodégradables et recycleurs de déchets plastiques ont manifesté leur mécontentement mardi dernier devant la presse à Ouagadougou. Plusieurs démarches ont été menées par l'association auprès du ministère afin de trouver un terrain d'entente. Ces derniers ont fait des propositions d'innovation pour aboutir à un partenariat gagnant-gagnant.
Abel Kaboré, vice-président de l'Association des importateurs de sachets plastiques biodégradables et recycleurs de sachets plastiques, a précisé qu'ils ne sont pas contre cette décision, mais ils demandent que leur avis soit pris en compte. Nous demandons au gouvernement de revenir sur la table de négociation. Nous estimons que notre structure n'a pas été avisée de la décision. Nous demandons une rencontre d'échange afin de trouver des solutions adéquates, a-t-il souligné. Ils ont également fait des propositions au gouvernement de faire des contrôles pour extirper les sachets non biodégradables. Selon le secrétaire général de l'association Seydou Zongo, en juillet 2019, le ministère de l'Environnement et leur association avaient organisé une rencontre pour discuter sur le problème de la dégradation de l'environnement due aux sachets. En rappel, sa stratégie de contrer la prolifération des sachets plastiques avec ses lots de conséquences dommageables pour l'environnement et pour la santé humaine et animale, le gouvernement du Burkina Faso a interdit la production, l'importation, la commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables sur son ressort territorial. Ainsi, la loi portant sur l'interdiction de la production, de l'importation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables avait été votée. Toujours au Burkina, 2 projets financés par l'Union européenne sur l'assainissement et l'eau ont été officiellement lancés au cours d'une cérémonie dans la commune du Réau. Ces projets vont contribuer à l'amélioration et à l'adduction de l'eau potable dans les communes reculées. 2 projets dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ont été conjointement initiés au Burkina Faso. Il s'agit du projet de renforcement de l'opérationnalisation de gestion intégrée des ressources en eau dans 4 sous-bassins versant de l'espace de compétences de l'Agence de l'eau du Mouhoun et du partenariat pour le développement des services d'eau potable et assainissement dans la région du centre-ouest. Le premier projet vise à contribuer à une meilleure gestion des ressources en eau dans l'espace de compétences de l'AEM. Il sera exécuté sur une durée de 48 mois et concerne 20 communes des régions du centre-ouest, des hauts-bassins et de la boucle du Mouhoun. Le deuxième projet, quant à lui, veut garantir de l'eau potable et l'assainissement pour les populations d'ici à 2030 dans la région du centre-ouest du Burkina Faso. Il a une durée de 4 ans et a pour principaux bénéficiaires les populations locales, les personnes déplacées internes ainsi que les écoles et centres de santé. Financés à hauteur de 4,2 milliards de francs CFA, ces 2 projets vont être mis en œuvre par des consortia d'ONG, notamment de IRC, d'Oxfam, de HELP et de Eau Vive International. Selon le représentant des consortia d'ONG Eau Vive International, Jean Bosco Bazier, ces 2 projets vont toucher directement près de 80 000 personnes dans les 3 régions. Cet important engagement financier de l'Union européenne soutient la volonté des plus hautes autorités du Burkina Faso à poursuivre les efforts pour l'atteinte des ODD dans le domaine de l'eau et l'assainissement, a-t-il notifié. Le représentant du ministre de l'eau et de l'assainissement, le conseiller technique Alassane Sori, a indiqué que ces 2 projets entrent en droite ligne de l'initiative nationale de la bataille de l'eau portée par son département sur instruction du chef de l'État. Ainsi, il a exhorté l'ensemble des parties prenantes à un esprit de collaboration et de partenariat pour la réussite des actions pour la mise en œuvre des projets. Selon l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso, Daniel Aristi Gastelumandi, ces projets font partie des programmes du triangle Ouagadougou, Koudougou, Dégoudou, Bobo, Dioulassou. Bonne nouvelle pour le monde agricole sénégalais. Pour la campagne agricole 2024-2025 à venir, le président sénégalais fait une belle annonce. Il promet la disponibilité des engrais en quantité suffisante et à un prix accessible. Il a fait cette promesse lors de son passage à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales au Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Les précisions avec Irène Papadina. Au Sénégal, avec un budget de 120 milliards de francs CFA alloué à la campagne agricole de cette année, une baisse de plus de 22% est mise en œuvre sur les prix des engrais.
Une réduction qui concerne également la filière tomate avec une baisse de 19%. Cette année, la sélection des fournisseurs d'engrais a été soumise à un appel d'offres, ce qui a permis d'accéder à cette baisse. Le prix d'engrais baissera comparativement aux 3 dernières années. Pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire, le gouvernement sénégalais affirme son intention de renforcer les investissements dans le secteur agricole tout en s'engageant davantage dans la gouvernance afin d'assurer des résultats tangibles. Le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, compte renforcer les investissements dans la gouvernance afin d'avoir des résultats concrets et satisfaisants dans le domaine de l'agriculture. Au Sénégal, les défis de la souveraineté alimentaire persistent, notamment en raison de la dépendance élevée aux importations alimentaires, des impacts des changements climatiques sur la production agricole et des difficultés d'accès aux ressources pour les petits agriculteurs. Dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, le secteur agricole emploie près de 60% de la population et contribue à 17% au produit intérieur brut du pays. Du Sénégal, allons au Maroc où la compagnie jordanienne Aluminium Products Company, spécialisée dans la transformation des métaux, a implanté une nouvelle usine dans la province de Berechid au sud de la ville de Casablanca. Cette usine vise à redynamiser les opérations de recyclage dans le royaume chérifien, notamment pour ce qui est du cuivre et de l'aluminium. Retrouvons Alexandra Adekambi. La nouvelle usine de valorisation des déchets de cuivre et d'aluminium de la société Aluminium Products Company Alucop a été inaugurée le 30 avril 2024 et c'est Berechid qui a été choisi pour abriter cette installation. Cette province marocaine est dotée d'une zone industrielle d'une superficie de 412 hectares avec 104 unités industrielles dans divers secteurs, à savoir l'électricité, l'agroalimentaire, le textile, la mécanique, la cosmétique ou encore l'agriculture. L'unité de recyclage a été inaugurée en présence du ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezour, qui estime que la mise en œuvre de ce projet traduit une vision royale qui veut faire de l'émergence d'une nouvelle économie verte un véritable gisement de croissance et de dynamisme. La nouvelle usine de la société jordanienne Alucop, spécialisée dans la transformation des métaux, permettra donc la fabrication d'anodes en cuivre, soit une capacité de 5 000 tonnes par an, de 4 000 tonnes de fils machines en cuivre par an, de billettes en cuivre pour capacité annuelle de 2 500 tonnes, de billettes en laiton de 12 000 tonnes et de billettes en aluminium de 5 000 tonnes sur la même période, de 12 000 tonnes de barres de laiton en 12 mois et de lingots d'aluminium. La gestion durable de ces déchets devait permettre de réduire la pollution par déchets métalliques dans ce royaume d'Afrique du Nord. Si au Maroc, une grande partie de ces métaux est valorisée, le recyclage étant plus économique et écologique que l'extraction directe des minerais. Le renforcement de cette démarche pourrait éloigner tout risque de dégradation de l'environnement et risques sanitaires pour l'homme. La mise en place de cette unité de recyclage a nécessité un investissement de 95 millions de dirhams marocains et permis la création de 110 nouveaux emplois directs et la génération d'un chiffre d'affaires additionnel de plus de 700 millions de dirhams à Alucop, fondée en 1975 et dont le siège social se trouve à Dammam en Arabie Saoudite avec une usine supplémentaire à Jeddah. L'entreprise serait d'ailleurs la première société d'extrusion d'aluminium de la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. L'usine de Berechid a été construite dans le cadre de la convention d'investissement signée entre le Royaume marocain et Alucop en novembre 2020, fruit de la mise en œuvre du contrat de performance des écosystèmes du secteur des industries métallurgiques et mécaniques, signé 4 années plus tôt, c'est-à-dire le 2 mai 2016. Quittons le Maroc pour la Zambie. Bridgestone Chanda, une adolescente de 18 ans, utilise le langage des signes pour faire comprendre la thématique du changement climatique à ses concitoyens. Elle interprète des cours dans une école pour des besoins spéciaux. Elle affirme que cela est une initiative personnelle, comme le présente Léonce Sagou. Dans un monde où le changement climatique devient plus préoccupant, des initiatives sont prises pour sensibiliser même les populations marginalisées. Bridget Chanda,
Une adolescente zambienne doublement amputée utilise la langue des signes pour donner les leçons sur le changement climatique à la communauté sourde de son entourage écolière. Au départ, c'était difficile pour moi, car je ne connaissais pas la langue des signes. Donc il était très difficile de communiquer avec eux. Mais au fil du temps, j'ai compris que je devais apprendre leur langue pour pouvoir leur venir en aide. Elisabeth Moutale est militante pour le changement climatique et agro-entrepreneur. Elle a également été au centre de cette initiative pour sauver la planète. Elle affirme que Chanda avait été très utile dans la transmission de ce message aux étudiants dans le besoin, contribuant à façonner les esprits au sein de l'école. Je mène des sessions sur le changement climatique pour les membres de la communauté. Lorsqu'ils font face à des problèmes de précipitation, je leur apprends à stocker l'eau pour une utilisation ultérieure. Bien que j'ai rencontré quelques difficultés de communication, Bridget m'assiste généralement pendant les sessions et traduit en langue des signes pour eux. La langue des signes n'est pas reconnue comme langue officielle en Zambie, mais le gouvernement a pris des mesures pour garantir sa reconnaissance et a rendu obligatoire le fait que l'éducation au changement climatique soit également enseignée en langue des signes. Nous faisons face à des défis persistants alors que nous cherchons à améliorer la manière de répondre aux besoins spéciaux, notamment pour les malentendants, en veillant à transmettre les informations de manière contextuelle. De plus, il existe des zones où les personnes ayant des besoins spéciaux ne disposent pas d'interprètes pour transmettre efficacement ces informations, surtout au niveau communautaire. Alors que ce pays d'Afrique australe souffre de conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes, notamment de la grande sécheresse actuelle, cette activité a incité le gouvernement zambien à inclure davantage d'éducation au changement climatique dans son programme scolaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a mis en place au cours des 2 dernières années des mesures d'anticipation pour atténuer les effets des phénomènes météorologiques extrêmes comme El Niño. Expérimentées dans 23 pays, ces actions ont protégé la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de plus de 1,6 million de personnes. Léon Sagbo nous en dit plus. Déclaré en juillet 2023, l'épisode El Niño est prévu durer jusqu'en mi-2024. Ce phénomène actuel est l'un des 5 plus violents jamais enregistrés et ces extrêmes climatiques ont touché entre 40 et 50 millions de personnes dans le monde, principalement en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, dans le Pacifique, ainsi que l'Afrique australe et orientale. En utilisant une modélisation basée sur les précédents phénomènes météorologiques provoqués par El Niño, l'Organisation internationale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a déclaré avoir rapidement agi pour atténuer ces effets entre 2023 et 2024. Elle a en effet, avec les gouvernements et les partenaires, réalisé des actions d'anticipation dans les pays à risque. Des mesures prises sur le terrain comprennent la distribution en temps opportun de semences résistantes à la sécheresse et à la construction de collectes d'eau dans le corridor sec en Amérique centrale, la réparation des points de rupture des berges de rivières en Somalie pour protéger 40 000 hectares de terres cultivées des inondations attendues et des programmes de protection sociale pour aider les cultivateurs vulnérables avec une aide en espèces avant la sécheresse aux Philippines. Ces interventions ont été très bénéfiques aux populations vulnérables exposées, a déclaré Junia Djouanovic, responsable principal des urgences et de la réhabilitation de la FAO. Les évaluations de cette organisation montrent que les actions anticipatives constituent un moyen rentable de protéger les populations contre les chocs. Chaque dollar investi peut générer pour les familles agricoles un retour sur investissement de plus de $7 en pertes évitées et en avantages supplémentaires.
Djouanovic a souligné que le succès des actions d'anticipation de la FAO pendant El Niño ne sont toujours pas à une échelle suffisante pour éviter l'ampleur de la crise et que de telles actions devraient être reproduites de toute urgence et considérablement intensifiées lorsque l'alerte précoce et les prévisions montrent que les populations vulnérables sont exposées aux intempéries et aux chocs climatiques. Après l'affaiblissement d'El Niño, un autre phénomène climatique saisonnier provoquant des événements météorologiques extrêmes dénommé la Niña pourrait encore aggraver l'insécurité alimentaire. Les impacts de la Niña devraient être perceptibles dans certaines régions au cours du second semestre 2024, a déclaré Djouanovic, qui appelle à prendre des mesures pour mieux anticiper, atténuer et réagir en conséquence. Elle souligne que les communautés touchées par des événements météorologiques extrêmes, y compris ceux provoqués par le changement climatique, sont souvent des populations déjà touchées par de multiples crises ayant entraîné des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Elle ne manque pas de rappeler que, dans de nombreux cas, ceux qui sont déjà vulnérables risquent de perdre leurs moyens de subsistance. Une action anticipative est donc cruciale pour atténuer le risque d'impact de tels chocs sur ces communautés en première ligne. Alors que le changement climatique menace les moyens de subsistance des populations rurales en Afrique, la British International Investments et le Fonds nordique du développement investissent 29,5 millions de dollars dans les technologies d'assurance climatique. Cela passera par l'intermédiaire du deuxième fonds d'investissement Insure Resilience. Alexandra Dekambi nous en dit plus. Les épisodes de sécheresse et d'inondation qui se succèdent dans plusieurs pays africains touchent les entreprises et les petits exploitants agricoles qui jouent un rôle clé dans la sécurité alimentaire. En autre réponse à ces catastrophes figure l'assurance climatique qui est encore au stade embryonnaire de son développement sur le continent. Afin d'accélérer au déploiement de cette solution, deux institutions de financement du développement choisissent de financer les approches basées sur la technologie. Il s'agit de la British International Investment, BII, et le Fonds nordique de développement, FND, qui injectent 29,5 millions de dollars dans le deuxième fonds d'investissement Insure Resilience, IIF2, une initiative conjointe de la Banque allemande de développement et de la société d'investissement Blue Orchid Finance basée à Zurich en Suisse. Sur le financement annoncé, 15 millions de dollars sont apportés par la BII. Pour sa part, le FND accorde 13,5 millions de dollars ainsi qu'une subvention de 1 million de dollars pour le mécanisme d'assistance technique du fonds IIF2. Les investissements du FND et de la BII portent à 90 millions de dollars les fonds déjà mobilisés par IIF2 sur un objectif de 100 millions de dollars. Sa clôture finale est prévue pour le second semestre 2024. IIF2 fournit des produits d'assurance qui offrent une couverture contre les chocs et les catastrophes climatiques. Le fonds investit également dans la chaîne de valeur de l'assurance climatique, des compagnies d'assurance traditionnelles aux fournisseurs de technologies et de services. Le mécanisme soutient ainsi le développement de la sûreté qui regroupe les entreprises opérant sur le marché de l'assurance avec l'aide d'outils technologiques numériques et digitaux. IIF2 a par exemple participé à un tour de table de 20 millions de dollars lancé par la Sutech Pula basée à Nairobi au Kenya. Cette levée de fonds de série B, à laquelle a également pris part la Société financière internationale SFI et la Fondation Bill et Melinda Gates, vise à couvrir l'élevage du bétail particulièrement affecté ces dernières années par la sécheresse dans la côte de l'Afrique et du Sahel. Les produits d'assurance de la start-up ont déjà bénéficié à au moins 15,8 millions d'agriculteurs en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Parlons toujours de changement climatique. Ce phénomène d'ampleur mondiale change les paysages partout dans le monde et les États-Unis ne sont pas épargnés. Les parcs nationaux américains perdent leur attractivité et sont menacés par la perte de la biodiversité et de potentiels feux de forêt. Regardez. Les parcs nationaux aux États-Unis souffrent de plus en plus du réchauffement climatique. De la fonte de la glace à l'érosion des sols, la nature change et les conséquences sont déjà visibles. La vue panoramique du parc national du glacier en plein cœur du Montana montre un paysage inapproprié aujourd'hui. Ce parc national est en danger
à cause du réchauffement climatique et des changements qui ne laissent pas indifférents. Ça fait vraiment peur. Je n'ai pas encore fondé de famille, mais j'aimerais venir ici un jour avec mes enfants. Si tout est encore là dans un avenir proche. Des images prises par le passé dans le parc montrent comment le glacier était avant de subir les désagréments du climat trop chaud. Les changements sont très flagrants, puisqu'aujourd'hui, ces montagnes recouvertes de neige ont presque disparu. Avant, tout était blanc, recouvert de neige, on ne voyait pas les rochers. Il y avait même des chutes d'eau qui jaillissaient. Quand on passait en dessous, on était trempé. Aujourd'hui, il y a à peine un filet d'eau. La situation est très préoccupante car le glacier a fait place à un lac. Une récente étude américaine a révélé que les parcs nationaux américains se réchauffaient doublement par rapport au reste du territoire. L'impact sur les écosystèmes se fait déjà ressentir. Ces glaciers sont les réservoirs des Rocheuses du Nord. Ils fournissent une source d'eau froide à la fin de l'été qui est très importante pour les poissons. Mais plus ils fondent vite, plus les eaux se réchauffent. Au sud du parc national du Montana se trouve celui du Saguaro en Arizona. Ce dernier est très sec par manque de pluie pendant l'hiver passé. Alors, pour limiter les départs des feux inattendus, les agents désherbent tout ce qui peut être inflammable. La biomasse sur les sols est très épaisse pendant une longue partie de l'année. Le feu peut donc prendre vite et se propager encore plus rapidement. Si tel était le cas, les espèces ne survivraient pas à une telle chaleur. Rien ne pourra résister. Ces herbes représentent un danger pour cette région qui est si fragile. En dehors du risque d'incendie, les saguaros sont aussi menacés. Cette espèce, qui a donné son nom au parc, semble en bonne forme, mais les scientifiques sont inquiets de sa croissance au regard des fortes températures observées ces dernières années. Si la tendance se poursuit, si la sécheresse persiste, à un moment donné, il n'y aura plus de saguaro dans le parc national. En tout cas, pas dans les zones désertiques là où il fait le plus chaud. Au total, les États-Unis comptent plus de 60 parcs nationaux et aucun n'est épargné par le changement climatique. Au vu de la situation et pour mieux les protéger, le gouvernement américain a débloqué un financement de 200 millions de dollars. Voilà qui met fin à cette nouvelle édition sur l'environnement. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes.